Bonsoir, merci à vous d'être présents pour cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du congrès de la plateforme française d'intelligence artificielle qui a lieu tout au long de cette semaine et qui est organisée par des chercheurs de l'école des mines, des chercheurs qui travaillent dans ce bâtiment, l'Institut Fayol. Dans le cadre de cette plateforme sur l'intelligence artificielle qui réunit, je crois, 400 à 450 chercheurs et experts de l'IA, eh bien, les organisateurs ont souhaité la mise en place d'une sorte de offre, et c'est dans ce cadre que nous vous avons convié à cette rencontre ce soir sur l'intelligence artificielle, une rencontre à destination du grand public, c'est-à-dire qu'on va essayer de se poser des questions qu'on se pose un petit peu tous les jours, parce qu'on n'y connaît pas grand-chose et que quelquefois ça peut éventuellement faire un petit peu peur. Alors on verra si on a raison d'avoir peur ou si au contraire on a toutes les garanties. Alors que nous passons en moyenne 60% de notre temps libre sur les écrans, nous avons néanmoins le sentiment d'être tenus par des servitudes virtuelles dont la plupart d'entre nous ne connaît ni ne comprend les ressorts. Une analyse que l'informaticien et philosophe Jean-Gabriel Ganassia exprimait il y a quelques semaines, c'était en avril dernier, au micro du Grand Face-à-Face sur France Inter, à l'occasion de la parution de son dernier livre qui a été édité au Seuil et qui est précisément titré « Servitude virtuelle ». Alors nous allons rentrer un peu plus dans ce qui est peut-être effectivement nos servitudes. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Où la rencontrons-nous aujourd'hui? Et puis, que sera-t-elle demain? Quelles en sont les utilisations et puis les limites? Face à la puissance des acteurs majeurs de l'Internet, quels défis en termes de souveraineté? Pour la société, quels enjeux majeurs entre bénéfices et risques? Et puis, enfin, aux questions sociétales et éthiques que nous nous posons tous et qu'ils se posent vraisemblablement aussi. Comment s'interroge et peut envisager de répondre la communauté scientifique? C'est autour de ces différents axes que nous allons entamer et alimenter la discussion. Bien évidemment, vos questions sont attendues. N'hésitez pas à participer à ce moment de culture scientifique et d'échange avec des intervenants. Je vais vous présenter tout de suite. Fabien Gondon, qui est directeur de recherche à l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies numériques. Il est spécialiste de la représentation des connaissances pour les machines et de leur traitement par des méthodes d'intelligence artificielle. Lucas Noguera, au centre, est analyste en calcul informatique de pointe. Il est spécialisé en apprentissage automatique et intelligence artificielle à Calcul Québec. Et juste sous Lucas, vous pouvez voir le profil de Suzanne Talon. Suzanne Talon, qui est directrice de Calcul Québec et qui, pour des raisons de santé, n'a hélas pas pu prendre l'avion et nous rejoindre, mais vous lui transmettrez un peu l'esprit qui aura animé cette rencontre. Et puis enfin, Grégory Bonnet, qui est informaticien et qui, lui, est spécialiste d'agents, de multi-agents. Alors, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, je vais vous demander, donc tout simplement, pour qu'on parte sur de bonnes bases, vous me dire ce qu'est selon vous l'intelligence artificielle. Et je vais prendre pour commencer, et c'est Lucas Noguera qui va commencer, la petite phrase clé qu'il nous a envoyée. L'IA, donc l'intelligence artificielle, est aussi intelligente qu'un magicien est magique. Donc c'est ça, j'ai choisi ma devise, l'intelligence artificielle est aussi intelligente qu'un magicien est magique, parce que c'est largement dû à la représentation dans la culture de masse de l'intelligence artificielle. Un peu erronée. On a tendance à représenter l'IA comme étant une entité quasi humaine, capable de prendre des décisions de façon 100% autonome, souvent avec des fins qu'on n'apprécie pas en tant qu'humain, forcément. Mais l'IA, au moins actuellement, n'est pas ça du tout. Donc l'analogie avec les magiciens, c'est plus un magicien, il est capable de nous convaincre qu'il y a des pouvoirs surnaturels, mais c'est la même chose pour l'IA. Ce ne sont que des trucs jusqu'à un certain degré. Ce n'est pas de l'intelligence telle que nous, on pourrait la définir en tant qu'humain. Ça ne ressemble pas forcément à notre expérience consciente de l'intelligence. Et je trouve que c'est important de soulever le point le plus possible, de conscientiser, voir le public,
de où nous nous sommes rendus et à quelle distance on est de quelque chose qui ressemblerait l'intelligence telle que nous la connaissons. Alors vous avez dit c'est pas exactement comme nous. Est-ce que c'est aussi difficile de cerner vraiment ce qu'est l'IA que l'intelligence tout court? Oui, l'intelligence, c'est un concept qui n'a pas forcément de définition formelle. Si je demande à chacun ici présent c'est quoi l'intelligence, que je vous demande de chercher une définition formelle sur laquelle tout le monde est d'accord, cette définition, malheureusement, va être difficile à trouver. Donc, encore moins pour l'intelligence artificielle. Si on n'arrive pas à définir formellement c'est quoi l'intelligence, comment on peut arriver à définir l'intelligence artificielle? Fabien Gandron, est-ce que vous allez dans le même sens? Alors oui, ça me rappelle beaucoup la phrase qui disait ça sert à rien de se poser la question si un sous-marin nage. C'est un peu la même idée, c'est-à-dire pour certains objets, on s'intéresse à ce qu'ils aient une certaine fonctionnalité d'aller sous l'eau. Donc on ne peut pas s'intéresser à savoir s'ils le font de la même façon que nous déjà. Après, pour le mot lui-même d'intelligence artificielle, pour moi, la première chose qu'il recouvre, c'est plus un domaine, une discipline. C'est un domaine dans lequel on va s'intéresser à reproduire de façon automatique en machine un comportement que nous, humains, avons identifié comme intelligent. Et ce que j'aime bien dans cette définition, c'est qu'elle botte en touche, parce que je n'ai pas à définir ce que c'est que l'intelligence pour définir quel est mon objectif en intelligence artificielle. À partir du moment où j'ai identifié un comportement que je reconnais comme intelligent et que j'ai envie de reproduire, alors ça peut devenir un objet de recherche et développement en intelligence artificielle. Donc je fais vraiment la différence entre la discipline et les systèmes qu'elle pourrait produire pour une tâche donnée. Grégory Bonnet, est-ce que vous pouvez compléter finalement ce qui vient d'être dit, peut-être en illustrant à travers justement les recherches que vous menez plus précisément? Oui, je rejoins complètement. L'éloge de définition en négatif qu'a donné Fabien. L'intelligence artificielle, c'est une discipline scientifique, au même sens qu'on va parler de mathématiques, de linguistique, de biologie. Parler d'intelligence artificielle pour parler d'un objet technique, d'un programme, c'est un raccourci mais qui ne fait pas forcément sens. Et en intelligence artificielle, dans cette discipline, il y a une multitude de techniques qui sont mises en œuvre, des plus simples, et c'est là où je reviens aussi ce que disait Lucas, des fois des choses qui sont, si on les décortique, absolument pas intelligentes de notre point de vue, à des techniques beaucoup plus complexes. Et pour donner un exemple, par exemple, sur les différents types d'intelligence ou différents types de systèmes qu'on peut vouloir construire, il y a des collègues, certains ici, par exemple dans cette salle, qui travaillent sur des systèmes distribués, où on va modéliser, on résoudre des problèmes en s'inspirant de ce que font les fourmis dans la nature, ou de la manière dont des insectes sociaux se coordonnent ou collaborent, ce qui est très loin de notre intelligence à nous, en tant qu'humains. Et pourtant, c'est un domaine de l'intelligence artificielle. Et il y a d'autres travaux qui vont s'intéresser à représenter des choses plus formelles, plus logiques, plus rationnelles, plus mécanisées, de la logique comme en font des logiciels, comme nous raisonnons. Et ça aussi, c'est un autre domaine de l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement large et donc, par nature, très difficile à définir ou à réduire. C'est bien la façon qu'on présente, je pense que nous sommes les trois sur la même longueur d'onde. Justement, cette définition, pas formelle, mais vraiment focusée sur le concept de tâche, c'est quelque chose qui rapproche plus de la réalité où nous sommes rendus en termes d'intelligence artificielle que d'imaginer le robot méchant qui a une conscience à lui-même, veut éliminer la race humaine, des choses comme ça. C'est vraiment important de rapprocher par la définition même de la réalité où nous sommes. Alors je crois que l'exemple que vous prenez, Lucas, c'est plus effectivement dans ce qu'on peut voir en termes de fiction, mais au quotidien, ce qu'on entend, ce qu'on perçoit, n'a pas à voir, je pense, avec ce genre de fantasme, même si on pourra en parler peut-être tout à l'heure, mais peut-être sur le fait de se dire c'est une discipline, c'est une science qui essaie de nous comprendre, mais plus simplement au niveau biologique, ce qui était admis par tous, au niveau de ce qu'on pense être notre propre être, notre propre peut-être raison d'être et spécificité. Grégory Bonnet, vous travaillez sur l'éthique, et pas uniquement je pense, mais vous n'allez pas évidemment nous
décortiquer la façon que vous avez de travailler, mais quand même, imaginez un informaticien travailler sur l'éthique. Ça veut dire que quand vous prenez le problème, à la base, qu'est-ce que vous avez devant vous, qu'est-ce que vous projetez, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est un domaine sur lequel, en fait, on ne peut pas travailler seul en tant qu'informaticien. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Les informaticiens modélisent avec leurs propres biais, leurs propres a priori, et si l'on veut travailler une matière qui est aussi sensible que la question de l'éthique, nécessairement, il faut interagir avec d'autres disciplines, des disciplines de des sciences humaines, de la philosophie. Alors, pour vous donner un exemple concret de choses que je peux faire, sans forcément aller trop discuter avec des collègues, c'est m'intéresser à des travaux dans le domaine de la philosophie morale, des grands écrits, voilà ce que peut dire Kant de la morale, ce que peut dire Aristote de manière plus simple, et tenter de mécaniser ou de modéliser ce que eux ont écrit de manière parfois informelle. Voilà. Donc là, on s'appuie sur ce type de matériaux, mais évidemment, ça c'est des choses un peu anciennes, et lorsqu'on va s'intéresser à des systèmes réels, ben là, on a besoin d'interagir avec des collègues, des juristes, des psychologues, des sociologues, qui vont venir interroger nos propres représentations et dire attention, en tant qu'informaticien, vous avez décrit un système qui devrait être éthique comme ceci, mais méfiez-vous, réfléchissez un peu, revenez en arrière. Donc il y a ce travail-là en fait. Fabienne Mandon, la petite phrase que vous nous avez envoyée, c'est « Il faut penser IA et AI », autrement dit, intelligence artificielle et augmentation de l'intelligence. En fait, ma phrase, elle fait référence à deux mouvements qu'on trouve en informatique dans les années 60, autour des années 60. C'est-à-dire que c'est l'époque où le terme intelligence artificielle va émerger avec McCarthy, Shannon, etc. Mais c'est aussi l'époque où quelqu'un comme Douglas Engelbart va proposer l'augmentation de l'intelligence. Et Douglas Engelbart, c'est le pionnier de l'interaction machine. Et la spécificité du domaine, c'est de partir de l'humain, de mettre l'humain au cœur de la question et de regarder comment on peut augmenter ses capacités, soit en lui fournissant une souris, et d'un seul coup, il peut faire plein de choses à l'écran. C'est ce que Douglas a fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir que ces deux courants sont nés en même temps, et que parfois certaines questions qu'on se pose actuellement sont toujours dues au fait qu'on ne les marie pas assez souvent, systématiquement. C'est-à-dire que si on se pose la question dès le départ de mettre l'humain au centre, alors mécaniquement on n'a plus à se poser la question de remettre l'humain dans la boucle après. Et parfois, on se rend compte que c'est un petit peu trop tard, on arrive en pompier. Et c'est pour ça que je pense que c'est très intéressant que systématiquement, et ça rejoint le point de la multidisciplinarité, on ait une multidisciplinarité à toutes les étapes de conception et de déploiement de nos systèmes. Donc qu'on soit des systèmes sociotechniques plongés dans des usages, on a besoin de personnes qui sont des spécialistes des usages et qui pensent l'humain dès le départ. L'intelligence artificielle, au quotidien, on la rencontre où finalement? Juste pour donner un exemple, où on trouve l'IA concrètement, pour venir rejoindre le point qui vient d'être soulevé aussi, de rester, de garder l'humain au centre de toute la discussion. J'ai pu étudier avec le professeur Michael Kochev-Denfer à Stanford il y a quelques années. Et c'est son équipe qui a développé le système pour éviter les collisions dans l'air, dans l'aviation civile américaine. C'est le système qui est en utilisation actuellement. Et il racontait dans sa classe toujours la même anecdote, c'était que quand ils ont fini d'entraîner l'IA, donc le système d'intelligence artificielle qui éviterait les collisions dans l'air entre deux avions, dans le premier vol de test, c'était complètement inattendu le genre de manœuvre que l'avion faisait pour éviter les collisions. Donc, un pilote humain réagirait d'une certaine façon, mais le système d'IA, ce qu'il faisait, c'est qu'il volait dans un genre de onde, comme une fonction triangulaire, vraiment vague. Et ça tuerait le passager et le pilote à cause de la force G. Et puis,
Donc, ils ont dû changer la solution optimale qui réglait le problème de façon optimale. C'est comme ça que tous les senseurs de l'avion auraient le plus d'exposition dans toutes les directions, effectivement. On éviterait toutes les collisions avec un maximum de probabilité, mais les passagers n'assureraient pas le voyage. Donc, pour garder l'humain au centre de la chose, il a fallu prendre une solution qui n'était pas la solution optimale du point de vue mathématique, mais du point de vue humain, oui, tout le monde restait en vie et on avait une probabilité décente d'éviter les collisions. C'est un exemple qui me parle beaucoup parce que dans le même domaine du contrôle aérien, c'est un domaine qui est justement très couvert en interaction machine. Quelqu'un comme Wendy Mackay a travaillé sur toute la problématique. Une fois qu'on a un système comme ça, il faut quand même qu'au niveau de la tour de contrôle, les humains se parlent entre eux. Et là, il y a des travaux énormes sur réagir en temps de crise, comment les humains parlent sur des opérations critiques. Après, pour revenir à la question initiale, en fait, si je prends les deux domaines sur lesquels je travaille, que ce soit l'IA ou le web, je ne veux pas voter en tous sur la question, mais chaque jour, ça devient de plus en plus difficile de trouver un domaine dans lequel ni l'un ni l'autre n'ont un impact. Citez-moi une activité humaine dans laquelle on n'utilise pas le web, une activité humaine qui actuellement n'est pas impactée d'une façon plus ou moins directe par les derniers résultats en IA, c'est de plus en plus rare. Clairement, on voit tous que de plus en plus d'activités sont touchées. Peut-être pour ne pas être touché, il faut avoir un métier manuel, traditionnel, et faire une comptabilité sur un petit cahier, par exemple. Là, on évite encore. Peut-être. Vous l'avez acheté où, votre cahier? Et à chaque fois qu'on tire la pelote, on voit qu'à un moment ou à un autre, de façon plus ou moins directe, il y a eu un impact. Attention, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut chercher à maximiser l'impact, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je tirais un constat dans lequel on disait, au quotidien, il y a de plus en plus d'activités de domaine dans lesquelles il y a un impact. Pour donner plus d'exemples, donc celui de l'aviation, c'est un exemple assez simple de voir les conséquences de juste se fier à la solution optimale mathématique, sans considération par les conséquences au niveau de l'homme. Mais tout le monde le sait, dans les réseaux sociaux, c'est un gros problème d'utilisation des l'IA dans le cadre du modèle d'affaires de la plupart de ces compagnies, donc la publicité. Et c'est quelque chose qui n'a pas été réfléchi au début, à l'heure du design de tous ces systèmes. Ça va avoir quoi comme impact auprès des utilisateurs? C'est pas une réponse qui est aussi simple comme celle de l'avion. Donc c'est un scénario beaucoup plus complexe et Grégory probablement. Oui, typiquement, effectivement, par exemple, l'affichage de publicité sur les sites web, alors pas tous, mais un grand nombre utilise en fait des techniques d'IA pour sélectionner la bonne publicité qui correspond au bon profil de personnes qui viennent visiter la page en fonction de ce qui s'est passé précédemment. Donc ça, c'est souvent des algorithmes, ce qu'on appelle des bandits manchots. Présenter certaines publicités à des utilisateurs qui viennent comme ça. Soit parfois cliquer, la publicité a été enregistrée comme étant pertinente, il y aura plus de chances de revenir plus tard. Et si elle n'a pas été cliquée, eh bien, c'est une information que le système va conserver pour savoir qu'il ne faudra peut-être plus représenter cette publicité-là. Donc vous voyez, il y a des mécanismes de renforcement qui peuvent se constituer comme ça. Et les effets dont tu parlais, en fait, sont. Enfin, je pense qu'il y a peut-être des liens avec ça. Alors effectivement, comme vous le disiez, c'est difficile de s'extraire du monde numérique. Le web est quotidiennement utilisé, y compris dans la plupart de nos professions. C'est un compagnon de tous les jours, de tous les instants. Les réseaux sociaux, vous les avez évoqués, Lucas, à l'instant. Et les réseaux sociaux, effectivement, il y a la publicité, mais on a l'impression que ça travaille sur autre chose. C'est-à-dire que le web travaille sur l'utilité, le côté pratique. D'où que je sois, d'où que je me place, j'ai accès à de l'information, j'ai accès aux renseignements que je veux très très vite, c'est utilitaire. Les réseaux sociaux activent autre chose, c'est-à-dire qu'il y a la notion de plaisir, voire d'addiction. Justement, c'est un analogue beaucoup plus subtil à la situation de l'avion où l'impact c'est la mort, facile à identifier, mais dans le contexte des réseaux et leur modèle d'affaires, c'est un système complexe, par définition même, c'est notre société.
C'est un outil qui vient s'insérer dans le cadre d'une activité primordiale dans la vie humaine, soit la communication, le sens de société. Et puis, ça a eu comme conséquence très physiquement, dans le monde physique, comme vous avez dit, Christiane, l'impact sur notre système endocrine directement. Toutes les notifications vont générer une réaction physiologique chez l'utilisateur. Et ça peut venir vraiment altérer la fonction endocrine. On parle beaucoup du hit de dopamine. Donc, il y a beaucoup de recherches au niveau neurologique. Donc, est-ce qu'on est en train de créer un nouveau baseline pour ce qui nous cause du plaisir à cause de notre interaction constante avec ce genre de technologie? Donc, c'est subtil, c'est pas comme le scénario de l'avion, il y a beaucoup plus de variables à prendre en considération. Et on le fait un peu on the go, pour ainsi dire. Ça n'a pas été pensé. Donc, je ne suis pas en train d'accuser les créateurs de ce système de quoi que ce soit. C'est plus une question de on ne le savait pas. On n'a pas pu prévoir ce genre de conséquences. Mais pour l'avenir, on le sait qu'il y a des conséquences inattendues et il faut les garder toujours en considération pour n'importe quelle nouvelle application de l'IA. Alors, puisqu'on est en médiation, sur le sujet de la dopamine, il y a un super documentaire sur Arte, en 6 ou 7 petits épisodes de quelques minutes, sur les circuits de dopamine comparés aux différentes techniques des réseaux sociaux. Un des mots très important que tu as prononcé, c'est le mot d'outil. Oui, je peux utiliser un marteau pour faire des bonnes choses, je peux utiliser un marteau pour faire des mauvaises choses. Oui, je peux utiliser un système d'apprentissage pour faire des mauvaises choses, et je dois être conscient du fait que quand j'apprends sur quelqu'un, cette personne perd de la liberté. Si vous apprenez que je fais n'importe quoi pour du chocolat, j'ai perdu de la liberté, parce que vous avez un moyen de me manipuler. Donc, apprendre, c'est rendre prédictible. Rendre prédictible, c'est perdre une certaine liberté. Donc, il faut toujours garder ça à l'esprit. Mais le même algorithme qui apprend des choses est actuellement utilisé pour détecter du harcèlement entre les enfants à l'école, sur les réseaux. Et pour lever une alerte, pour dire attention, tel enfant est en situation de harcèlement. Donc c'est un outil, et c'est pour ça que ce qui est important, c'est que quand on pense régulation, peut-être que, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, le mot-clé c'est de la régulation des usages. C'est sur l'usage que doit porter la régulation. Et puis pour revenir juste sur votre phrase, j'utiliserai pas le web comme un exemple ça c'est ma déformation professionnelle, comme un exemple de choses à laquelle j'accède. C'est à sens unique. Une des choses que je dis toujours aux étudiants en cours, c'est quand j'accède le web m'accède. Ça n'est jamais à sens unique. Je deviens un crawler du monde physique pour le web quand j'utilise le web. Je deviens un détecteur pour le web dans le monde physique. Donc c'est toujours dans les deux sens. C'est pas j'accède au contenu du web, c'est j'accède et en échange le web m'accède. C'est du donnant-donnant en termes d'information. Toujours dans une interaction. Je rejoins ce que tu as dit, parce qu'effectivement la régulation des usages c'est très important. Mais réguler les usages, ça peut laisser aussi des trous dans la raquette, et il est important de donner aux constructeurs de systèmes des outils pour construire des systèmes qui sont régulés, qui peuvent se réguler, et sur lesquels on peut vérifier qu'ils soient régulés. Que ce soit des vérifications par des experts, par des informaticiens, ou par aussi des citoyens, ça peut aussi avoir du sens. Cette régulation, elle est formelle, elle est structurée, ou est-ce que le train avance et que d'un coup on se dit tiens, il faudrait des contrôleurs, il faudrait des chefs de gare, il faudrait... Où est-ce qu'on en est? Un mélange des deux. Il commence à y avoir, en tout cas au niveau européen, il y a des structurations qui commencent à se faire. Il y a eu récemment, au cours de l'année écoulée, de l'année précédente, des propositions du Parlement européen pour une régulation des systèmes d'IA. Les textes sont complètement accessibles au grand public. Vous pouvez aller sur le site du Parlement européen et lire ces textes-là et voir certaines applications qui sont jugées comme étant interdites, d'autres qui sont jugées comme étant critiques.
Mais ce ne sont que des propositions, et on est encore loin évidemment d'une mise en place et d'un passage de cette réglementation dans la vie de tous les jours. Et ça ne concerne que l'Europe, qui avait déjà un petit temps d'avance sur les questions de RGPD. Mais ce qui est vrai, c'est que les réglementations, la plupart du temps, elles arrivent a posteriori, une fois que les faits sont là, une fois que les choses sont établies. Les juristes s'emparent de la question et vont tenter de l'adapter. Mais parfois, le fait est déjà là et c'est très compliqué de revenir en arrière. Avant de se projeter un tout petit peu vers ce que pourrait être le futur, décliné évidemment avec l'intelligence artificielle, est-ce que déjà sur cette première partie de la rencontre, vous avez des questions? Bonsoir et merci pour vos explications. Vous avez évoqué l'intelligence augmentée. Depuis que j'ai un GPS, je ne sais plus lire une carte. Est-ce que je n'ai pas besoin de l'outil pour que mon intelligence soit augmentée, alors que la mienne propre diminue? Alors, on va rentrer dans le débat. Qu'est-ce que vous avez fait avec le temps que vous avez gagné par rapport à l'époque où vous preniez la carte et vous faisiez la liste de toutes les villes par lesquelles vous deviez passer pour rejoindre votre camping préféré dans le sud de la France? C'est la question à faire. Si ce temps-là vous l'avez bien utilisé, vous pourriez considérer que le GPS vous a rendu service. Si ce temps-là vous ne l'avez pas bien utilisé, peut-être que c'était mieux que vous restiez sur la carte et la liste. Mais l'exemple que vous donnez, c'est pareil, c'est un exemple contextuel. Est-ce que ce GPS, même GPS, placé dans une ambulance, n'est pas très très utile? Oui, vous disiez qu'il faut placer l'homme au centre du système. Personnellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Comme l'exemple que vous avez donné de l'avion, pourquoi distinguer l'homme du reste? Je pense que la question qui est importante, par exemple, l'exemple que vous avez donné, c'est un symptôme d'une mauvaise modélisation. Ce qu'on peut peut-être définir, c'est qu'est-ce que c'est que l'éthique, la morale, quelles sont les contraintes, quelles sont les règles à respecter, bien modélisées. Mais personnellement, je ne comprends pas ce que ça veut dire l'homme au centre. Parce que ce soit l'homme au centre ou un animal au centre ou l'écologie au centre, c'est la même chose. Donc il faut simplement que dans la définition globale du problème, qu'on intègre des dimensions qui ne sont pas celles qu'on prend en compte régulièrement, et surtout que les exemples ne soient pas des exemples qui sont plutôt des symptômes d'un travail mal fait, comme l'exemple de l'avion, qui pour moi est véritablement un symptôme d'une modélisation qui n'intègre pas l'optimal dont vous parlez. C'est un optimal qui ne prend pas le critère principal, qui est que la personne qu'il faut protéger a des contraintes qu'il faut intégrer dans la modélisation. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est anthropocentrique de ma part de dire l'homme au centre, mais ça devrait être vraiment, c'est quoi le terme en biologie? L'homéostase devrait rester au centre, non pas l'homme forcément. Mais justement, en économie, on utilise le concept d'externalité et ça devrait être transféré aussi pour rejoindre la question de la régulation. Aussitôt qu'on se rend compte qu'il y a une externalité dans un système, on devrait l'adresser par la régulation. Que ce soit une découverte par accident, comme dans le cas de l'avion, les designers du système n'avaient pas réfléchi assez pour rentrer cette contrainte-là dans l'entraînement du système. OK, mais on a découvert après qu'il y avait un problème. Si c'était une externalité, elle a été adressée tout de suite, dans ce cas, avant même que le système devienne généralement disponible. Mais comme dans le cas des réseaux sociaux, oui, on a découvert déjà plusieurs externalités, on devrait les adresser. Donc oui, l'homéostase au centre, pourquoi pas. Et complètement d'accord aussi, pour être complètement précis, quand on regarde des méthodes, ils ne parlent pas de l'homme, ils parlent du stakeholder, de l'intéressé. Et c'est un rôle qui peut être joué par beaucoup de choses, des collectifs, un système, une écologie, et des personnes. Donc c'est vraiment identifier les intéressés par l'action que vous êtes en train de mener. Absolument. Et les intéressés quand il y a aussi derrière la question de la conscience, de la douleur. Oui, parce que finalement, quels que soient les mots qui sont causés, il faut considérer qu'on peut les causer à des choses qui peuvent les recevoir. Casser une voiture, casser des... Voilà, ça n'a aucune importance. Par contre, tout ce qui est conscient ou sentient de manière générale, c'est là où il faut penser ces choses-là. Et
Et dans les écosystèmes, les sociétés, des personnes morales, mais aussi derrière des personnes physiques. Et donc c'est comme ça que le lien se fait. Sur la question des usages, on a un usage des techniques d'IA qui est actuellement problématique parce que le personnel politique ou les responsables de grandes administrations ont tendance à utiliser alors l'IA d'une manière quasi magique pour le coup, en disant que c'est quelque chose d'imparable, d'indiscutable, que ça peut remplacer les humains avec beaucoup plus de fiabilité. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxièmement, alors je vais vous prendre un problème précis qui est les caisses d'allocation familiale en France, qui distribuent beaucoup d'aides aux plus pauvres, donc les allocations familiales, mais aussi le RSA. Et ces distributions se font désormais uniquement par IA. C'est-à-dire que cette administration utilise des logiciels de scoring. Alors, chose intéressante, j'ai vu que ce scoring serait interdit au niveau européen, suite au texte dont vous parliez. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc, on dépiste avec cela des fraudeurs, parce qu'il y a toute une idéologie derrière, de la fraude du peuple, qui serait très fraudeur, et on arrête du coup, suite à cette détection, tout versement à la personne, en lui demandant de produire des documents complémentaires. Donc il y a cet usage politique de ces logiciels qui pose un problème d'éthique pour le coup. Alors, sur le texte dont vous parliez pour la régulation, donc effectivement, jusqu'à présent, il n'y avait pas de régulation par une législation quelconque en France, et cette régulation va venir de l'Europe par un règlement, et contrairement à ce que vous disiez, il me semble qu'il va arriver à terme très vite ce projet de règlement. Oui, effectivement, pour préciser, les choses vont se faire, mais les temps sont longs entre les moments où il y a des règlements qui sont validés au niveau européen, le temps que ça se transcrive dans les droits locaux ou nationaux. Voilà, je ne suis pas entièrement convaincu, mais en tout cas, je suis un spécialiste du droit, mais les juristes avec qui j'ai interagi sur le sujet sont plutôt dubitatifs quant à la vitesse de transcription de ces choses-là dans le droit national, sachant que les textes en eux-mêmes comportent aussi des problèmes d'un point de vue juridique, en termes de caractérisation des systèmes qui sont bien interdits, de ceux qui sont critiques, et de que faire lorsque ces systèmes-là sont critiques. Un exemple concret pour les systèmes critiques, il est attendu qu'il y ait une annexe comportant la liste exhaustive des systèmes qui sont considérés comme étant critiques. Or, vous comprenez bien que fournir une liste exhaustive des systèmes et des applications au cas par cas, c'est presque impossible. Et ça pose la question de qui va le faire? Comment? Avec quels moyens? Comment révise-t-on cette liste-là? Donc oui, d'un point de vue juridique, les choses sont encore fragiles. Voilà, à titre personnel, j'ai bon espoir que ça produise des effets positifs. Mais pour l'instant, on en est encore à une connaissance qu'au balbutiement. Et les problèmes que vous citez sont des problèmes réels qu'il faut adresser d'un point de vue politique. Merci. Je voulais juste faire quelques remarques. Je pense que pour les gens qui ne sont pas familiers avec l'histoire de notre domaine, ça peut les tromper de dire que le domaine n'est pas en train d'essayer de concevoir une machine qui réfléchisse exactement comme un humain. C'était l'ambition dès le départ de notre domaine. Il y a beaucoup de gens qui restent avec cette ambition-là. Donc, s'ils réussissent, on pourrait imaginer pourquoi les gens se soucient. Parce que ce n'est pas, en fait, aujourd'hui, ces machines n'existent pas, mais l'ambition est là. Deuxièmement, vous avez cité les philosophes. Mais les philosophes, il y a quelques centaines d'années. Moi, je voudrais bien entendre le nom des philosophes contemporains. En particulier, vous ne trouverez pas un philosophe contemporain qui va soutenir l'idée que la technologie est amorale. Les outils aujourd'hui
ne sont pas des outils qui sont neutres. Et ce est vraiment un besoin de nous former tous, que cette distinction entre, je dirais, les faits et les valeurs, c'est une distinction qui est quelque part artificielle, de battre à quel point. Mais je voulais soulever ça, parce que je pense que c'est fondamental dans notre domaine de penser que la technologie est amorale. C'est forcément moral. J'acquiesce totalement. Le fait de concevoir, de construire des systèmes, la manière dont on les construit, la manière dont on les modélise, c'est une prise de position même d'un point de vue politique, et donc d'un point de vue moral. Je disais tout à l'heure qu'on avait besoin de travailler justement avec des gens des sciences humaines, des philosophes, des chercheurs et des penseurs, pour qu'ils aient un regard critique sur le travail que l'on fournit et les objets que l'on construit. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, je rejoins votre point de vue sur... Déjà, je suis complètement d'accord avec vous sur... c'est pour ça que j'ai bien insisté au départ que, pour moi, on parle d'intelligence artificielle, il faut bien parler du domaine, de la discipline, et elle peut avoir un objectif en limite, comme vous l'avez donné, mais bien rappeler qu'actuellement, ça n'est pas le cas aussi. Pourquoi c'est important aussi de bien dire qu'actuellement, on n'a pas ce genre de machine que certains pourraient rêver d'avoir, c'est que, pour moi, il y a un vrai danger à s'inquiéter pour des choses que nous n'avons pas, au lieu de s'inquiéter pour des choses qui ont lieu maintenant. Parce qu'on peut utiliser des peurs qu'on aurait sur une machine pensante que nous n'avons pas, pour occuper du temps de parole ou du temps de réflexion, alors qu'on a des problèmes actuels pour des outils qui ne sont absolument pas autonomes au sens où ces gens imagineraient le futur, mais qui sont par contre utilisés ou instrumentés à des fins qu'on ne veut pas. Donc je suis complètement d'accord avec vous, il faut garder cette idée. Thinking machine, c'était les termes de Turing, hein, donc je suis complètement d'accord avec vous là-dessus historiquement. Ceci étant, il ne faut pas non plus se bloquer sur ce terme du départ. Et là où je vous rejoins aussi complètement, c'est sur la responsabilité que l'on a lorsqu'on crée une technologie. Mais là, à nouveau, il ne faut pas garder une question au niveau de l'IA alors qu'elle est vraie pour tout le numérique. En 2001, l'avocat Lessig écrivait un texte qui s'appelle « Code is law ». Le code fait foi. Et ce qu'il disait, c'est qu'in fine, la façon dont le système est programmé va avoir un impact réel et va coder la loi dans le cyberespace. Et donc c'est pour ça qu'à nouveau on revient vers la grosse différence entre un programmeur qui fait un programme et un ensemble multidisciplinaire qui fait une application, dans laquelle on a pensé à tout, y compris au biais que l'on pourrait avoir inclus dans un code qui va devenir la loi. Et donc en regard de ça, je vous rejoins aussi, tout projet dans le domaine technique doit être adossé à un projet moral, politique, etc. Juste un point à ajouter, il faut aussi garder en tête qu'on peut toujours pousser une ouverture des initiatives du genre OpenAI pour garder n'importe quel effort envers dans la direction de l'intelligence artificielle générale à ciel ouvert pour qu'il puisse être examiné d'un point de vue multidisciplinaire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'innovations qui se passent à porte fermée chez les sociétés du genre Google et autres. Google, il y a quelques années, a viré ses deux Chief Ethics Officers. Donc, quoi faire dans ces cas-là? Oui, je suis d'accord que dans un monde idéal, oui, mais malheureusement, beaucoup d'innovation se fait encore à porte fermée par des raisons surtout économiques. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est vraiment, une fois que c'est à ciel ouvert, que ça devient une externalité, là oui, on peut penser à comment on résout le problème, mais c'est dur à prévoir les coûts. Vous avez dit précédemment que l'effet addictif, par exemple des IA, ça serait un effet involontaire. Mais dans l'exemple des réseaux sociaux, il va y avoir des intelligences artificielles qui vont analyser un petit peu nos données pour savoir ce qui nous intéresse le plus, pour qu'on passe un maximum de temps sur ces réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, l'effet addictif, il ne serait pas justement volontaire?
Moi, je ne pense pas avoir dit que c'était involontaire à chaque fois. Mais par contre, je suis complètement d'accord avec l'exemple que vous donnez. Quand on déploie un système d'optimisation avec un certain objectif qui est d'optimiser l'attention que l'on capte, l'effet recherché, il est volontairement recherché. Et c'est pour ça que c'est important de réguler sur les usages. Parce que quelle que soit la méthode que vous utilisez, et si demain une nouvelle méthode plus efficace arrive, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un bon usage de notre technologie que d'essayer de capturer au maximum le temps d'attention, le temps de cerveau disponible, pour reprendre une citation, des utilisateurs. Je suis entièrement d'accord avec l'exemple que vous donnez, c'est un exemple dans lequel certaines personnes cherchent à maximiser parce qu'ils monétisent notre attention. La question s'adresse peut-être aux commentaires que j'ai fait. Je n'accuse les créateurs du système de quoi que ce soit, mais je veux dire, c'est ce qui est involontaire, ce qui est une externalité. Peut-être je devrais expliquer qu'est-ce que je veux dire par externalité. Mais en économie, quand il y a une transaction ou une relation entre deux agents, il y a toujours un coût, que ce soit monétaire ou n'importe quelle sorte de valeur à échanger entre les deux parties. Une externalité, c'est un coût qui n'est pas inclus dans le coût de la transaction. Donc, si on pense à l'extraction du pétrole, par exemple, il y a un coût, nous payons tous le coût à la pompe quand on va gazer notre auto, mais il y a des externalités, comme le coût environnemental. Souvent, on va s'apercevoir du coût réel plus tard dans le futur. C'est ça que je voulais dire par c'est involontaire. Oui, il savait très bien, du point de vue psychologique, qu'est-ce qu'il faisait. Le but, c'était de rendre le monde accro. Mais une externalité, c'est l'impact physiologique, à quel point ils sont en train d'altérer peut-être notre système endocrine. Ça, c'est complètement imprévu. Bonjour, moi j'ai une question sur la régulation. Justement, là on parle de régulation juridique qui est assez longue, mais il n'y a pas que ce type de régulation, il y a aussi la régulation déontologique. Donc, on voit dans l'actualité politique, souvent aujourd'hui les politiques renvoient au juridique, justement parce qu'ils ne veulent pas assumer le déontologique. Et justement dans la recherche, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, notamment quand on crée des innovations, avant de les transférer justement vers le monde socio-économique, justement de se poser ce genre de questions et s'assurer que ce transfert-là va vraiment mener vers des choses qui ne sont pas, qui restent éthiques. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur le transfert, la valorisation de la recherche. C'est des questions économiques, donc on réfléchit bien au contrat, de quelle manière on va transférer à tel ou tel industriel. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir cette composante finalement dans nos réflexions, quand on se dit voilà, on a une technologie, on va la transférer à tel industriel, voilà, on a besoin d'être sûr que tel industriel ne passera pas la barrière déontologique, sachant que le juridique de toute façon va arriver beaucoup plus tard, et que ce serait de se dédouaner, de dire bon, on attend que le texte sorte. Juste en première réaction, et pour être sûr qu'on ne donne pas une image déformée, la plupart de nos instituts sont maintenant dotés de comités d'éthique. Aux États-Unis, vous avez les IRB dans les universités. Nous, on a le COER, on a aussi le comité d'éthique national. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Déjà, il y a par la mise en place de ce comité d'éthique qui demande de plus en plus de choses lorsqu'on va déposer un projet. Par exemple, quand on dépose un projet, on doit passer par ce comité pour vérifier un certain nombre de choses dessus. S'il y a des indicateurs spéciaux, par exemple, si ton projet mentionne à un moment qu'il va utiliser des données sur des humains, il va falloir montrer un peu plus de choses encore dans ta proposition de projet. Donc je pense qu'il y a quand même des outils qui se mettent en place. Est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'ils sont assez agiles? Est-ce qu'ils vont assez vite? Est-ce qu'ils sont assez multidisciplinaires? Est-ce qu'ils sont aussi, j'interromps juste, est-ce qu'ils sont aussi assez indépendants? Parce qu'apparemment, il y a effectivement beaucoup de comités d'éthique, il y en aurait une centaine à peu près. Certains indépendants, certains rattachés à des universités, à des chercheurs très directement, mais d'autres aussi rattachés aux grands groupes de l'Internet, à des sociétés privées qui donc forcément ont peut-être d'autres ambitions pour ces comités. Alors là, il était clair que je parlais pour le domaine de la recherche publique et pour les instituts dans lesquels je suis. Je fais la différence entre les deux. Et pour moi, pour être un petit peu rapide en besogne, c'est un peu la même chose que les étiquetages de produits en magasin. Il y a des étiquettes pour lesquelles on peut avoir une certaine confiance, puis il y en a d'autres qui se sont auto-certifiés pour lesquels on aura moins de confiance. Je pense que d'un point de vue purement
dire caricatural, on tombe un peu dans cette situation-là. L'autre point sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a un comité national, le CNV, et si on regarde un petit peu les directives qui sortent, elles vont aussi dans ce sens-là. Ces comités, par exemple, je parle du COERM, ont une interdisciplinarité qui permet justement d'essayer de ne pas tomber dans des minimums locaux dans lesquels on serait tombé normalement. On parle d'éthique, on reviendra sur ces questions aussi de recherche, jusqu'où chercher, où éventuellement s'arrêter. Et là, on a parlé de comité d'éthique, finalement de réflexion, de loi, de qui dit la loi, de qui fait la loi. Et il y a un autre élément dont on parle peut-être pas, c'est l'argent. Et les pays qui aujourd'hui investissent, et ceux qui n'investissent pas, ou qui investissent moins, ou qui risquent de ne pas avoir tout simplement les moyens. Je lisais un article il y a peu sur ces petites sociétés très innovantes cotées en bourse, les licornes, je crois, qui sont financées par l'Europe lorsque ça nécessite moins de 300 000 €, mais au-delà, c'est plus l'Europe. On a envie de se dire, 300 000 €, ça va quand même pas très loin. Donc est-ce que là aussi, il n'y a pas un danger majeur qui positionnerait les États-Unis et la Chine comme un peu les maîtres du monde, de ce monde-là, mais du monde peut-être d'une façon un peu plus générale? La question du financement, c'est une question qui est très importante parce que c'est les conditions de production matérielle des objets technologiques que l'on emploie. Ça, vous avez tout à fait raison. Après, moi je peux difficilement parler en fait pour les industriels, et comme Fabien Mandon, je fais bien la différence entre les deux. Mais au niveau de la recherche académique, on sait très bien qu'il y a un ternissement des financements récurrents. Ça, c'est une chose qui est claire. Et que de plus en plus, les chercheurs, et moi en premier lieu, sommes obligés d'aller chercher des financements ponctuels dans des partenariats avec des industriels. Et ce besoin d'argent, à un moment donné, il a aussi des impacts, en fait, je pense, sur nous. Alors, je peux parler pour moi-même, je ne peux pas parler pour mes collègues qui sont présents dans la salle, mais je reste persuadé que ça a un véritable impact. Enfin, je ne répondrai pas sur la question des licornes, parce que, à titre personnel, je pense que ce sont des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Mais pour la recherche publique, pour les objets technologiques qui peuvent être diffusés en open source à tous, aux citoyens, le tarissement des financements est d'une manière certaine. Alors, sous complètement en phase, je vais en rajouter une couche. Ce que je vois derrière la question, c'est la question de la souveraineté. La souveraineté, c'est un sujet qui est très difficile de façon générale en numérique. Parce qu'au début du XXe, on avait sur les bâtiments gaz à tous les étages. À chaque fois qu'on parle de souveraineté, c'est une image qui me vient. Parce que la souveraineté, c'est soit on l'a à tous les étages, soit on doit se poser de sérieuses questions. Parce que si j'arrive à collecter mes données, mais que je n'ai pas la souveraineté sur le stockage, on a la souveraineté. Donc, la souveraineté totale est très difficile et très très coûteuse, comme tu l'as dit. Il y a quelques grands acteurs actuellement qui rentrent dans le mais ça ne veut pas dire qu'il faut y renoncer. Ça veut dire qu'il faut se poser la question en termes de stratégie, de points stratégiques de la souveraineté. Donc, pour reprendre mon exemple, si j'ai collecté des données mais que je n'ai pas le contrôle du support, alors ce serait bien que j'ai une grosse compétence en crypto, en chiffrement des données. Parce que si je sais les chiffrer, je peux retrouver un certain degré de souveraineté, même si je n'ai pas le contrôle du stockage. La réflexion sur la souveraineté doit toujours passer par une priorité des fonctions pour réussir la vie. La deuxième chose, c'est que la souveraineté, elle se pose à tous les niveaux, depuis le niveau individuel, c'est-à-dire l'autonomie des individus. Qu'est-ce que je peux faire pour garder un certain contrôle de mes données? Quelles questions je dois me poser au quotidien? Jusqu'à la petite collectivité, la nation et l'Europe, et la fédération nation. Et c'est cet ensemble qui doit fonctionner pour qu'à chaque niveau, on attaque le bon point, la bonne échelle. Il ne faut pas demander à une petite collectivité de rentrer en compétition avec un gros acteur, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on la décline à tous les niveaux. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut qu'on ait une veille permanente, et on n'a pas de meilleure veille que la recherche.
et l'éducation. Si on n'a pas ça, si on désactive notre capacité à veiller, on ne verra pas venir le prochain virage. Donc il faut maintenir ça. Mais ce qui veut dire aussi que les acteurs doivent être prêts à maintenir de front un système public et un système privé. On sait qu'en termes d'innovation, il y a un certain nombre de choses qui vont s'arrêter si on n'a pas de l'autre côté un écosystème privé. Donc ça veut dire faire émerger des acteurs privés en Europe qui peuvent nous permettre d'exister sur la place. Parce que sinon, à un moment ou à l'autre, ça s'arrête. Lucas Noguerin, on parle beaucoup de l'Europe. Au Québec, la problématique se pose aussi dans ces termes-là, public, privé, différentes strates, niveau d'indépendance et de souveraineté. Ce sont des débats aussi qui vous traversent? Absolument, oui. Le gouvernement canadien est vraiment impliqué dans plusieurs segments d'innovation. Mais surtout l'intelligence artificielle, il se trouve que certaines révolutions les plus récentes ont eu une contribution des Québécois assez importante. Donc, pour monter un degré de plus d'abstraction dans la discussion, je trouve que d'observer ça d'un point de vue économique, c'est la façon de se poser la question, est-ce qu'on devrait, en tant que nation, poursuivre l'innovation, plus spécifiquement dans le cadre de l'intelligence artificielle, parce que si on considère le principe économique, si on considère la chose suivante comme étant vraie, il y a certaines conséquences. Donc la chose en question étant, les nations qui innovent le font pour avoir des moyens de production plus efficaces. Les moyens de production plus efficaces génèrent de la richesse. Avec la richesse, on peut obtenir toutes sortes d'avantages en termes de nation contre nation dans le scénario global. Donc, est-ce que si c'est vrai que l'innovation amène une efficacité élevée des moyens de production, on devrait ne pas investir en innovation autant et sacrifier cette position stratégique où on pourrait obtenir plus de richesse et devenir un compétiteur dans les grands jeux au niveau global. C'est une question importante à se poser parce que forcément, si on n'investit pas ou on ne donne pas assez d'attention à l'innovation, nous sommes en train de donner notre position aux compétiteurs. Pour rejoindre le point initial, c'est sûr que ceux qui possédaient déjà l'avantage dès les dernières révolutions et changements de paradigme, oui, ils ont une position de départ plus avancée que le restant du monde. Mais c'est ça la beauté de l'innovation, si que ce soit l'IA ou quelque chose d'autre qu'on ne connaît pas encore, vient donner à une nation quelconque un avantage en termes de moyens de production plus efficaces et de génération de richesse. Peut-être un compétiteur complètement inattendu pourrait prendre le dessus. C'est arrivé quelques fois dans l'histoire, donc vraiment se poser la question, si on cesse la poursuite de l'innovation, est-ce qu'on est prêt à assumer les conséquences? Alors est-ce qu'il faut cesser les progrès dans l'innovation ou est-ce qu'il faut peut-être envisager d'autres voies? Tout à l'heure, Fabien Gandon, vous disiez on a l'impression qu'on regarde quelque chose pendant que de vrais dangers se jouent ailleurs. Pour compléter peut-être la question, enfin si j'ai bien compris votre question, je vais rebondir sur des choses que j'ai pu voir ou entendre. Olivier Frérot, qui est scientifique, ancien directeur de la direction départementale de l'équipement du temps où ça existait à Belfort et dans la Loire. Il était ensuite directeur de l'agence d'urbanisme de Lyon. Il s'inscrit aujourd'hui dans une réflexion sur les métamorphoses du monde. Et il était récemment invité pour une journée de réflexion à l'école des mines. Et il affirmait quand la technique est autonome, tout ce qui est faisable sera fait. Et il propose de favoriser des rencontres sur des problématiques concrètes avec la société en amont ou au début des recherches. Et puis dans Le Monde du 27 juin, c'est donc tout récent, on lisait un article titré « Ces chercheurs tentés par la bifurcation écologique », donc là c'est sur la problématique environnementale, neurosciences, aéronautique, chimie, des chercheurs issus de disciplines très variées,
choisissent de changer de voie, de bousculer les habitudes scientifiques, voire de modifier le fonctionnement même de la recherche au nom de la protection de l'environnement. Des questions de cette nature, on l'imagine et on a entendu vos interrogations, vos craintes peut-être aussi d'une certaine façon. Comment est-ce que vous appréhendez ces questions-là? Est-ce que penser les dangers en amont est possible, bifurquer est possible, ou est-ce que la compétition internationale est telle que bifurquer, c'est risquer de perdre? On a 2 heures, c'est ça? Alors, je vais prendre l'exemple, je vais prendre l'exemple d'une autre communauté que la mienne, volontairement. Il existe des communautés dans lesquelles ils ont déjà changé, les chercheurs ont déjà changé leurs habitudes. Dans le domaine du maillage 3D, des représentations 3D, dans lequel il y a eu une grosse révolution à cause des dernières techniques d'apprentissage, là aussi, on a vu une première période dans laquelle c'était la course à la multiplication des modèles et la multiplication des tests pour montrer que le nouveau modèle X, Y, Z était mieux que l'ancien. Où on arrivait à des situations où pour passer un papier à la conférence du grain, il fallait avoir passé son modèle sur 10 000 jeux de tests différents, chaque jeu de test étant extrêmement consommateur. Et donc cette communauté a évolué, et maintenant, dans les évaluations des papiers de cette communauté, donc quand un chercheur a un résultat, veut publier un article et le passer à cette conférence, une des questions lors de la relecture, c'est est-ce que c'était bien utile d'utiliser tout ce temps de calcul pour le résultat qui est dans le papier? Et si la réponse est non, le papier est rejeté. Et l'idée, c'est d'envoyer un signal fort à la communauté en disant oui, on peut tous continuer à jouer à ça, mais ce serait bien si vous vous posiez la question en amont sur est-ce que ça valait le coup? Et sinon, non, on va passer notre temps à autre chose. Donc les communautés évoluent. Et je trouve que c'est très bien, c'est un des endroits où nous, les chercheurs, on est tous amenés à aller dans un comité de sélection d'articles, à diriger une conférence, et on peut dire, ok, il y aura une 7e question par rapport aux 6 questions habituelles. La 7e, c'est, est-ce que ça valait le coup de faire fondre la banquise pour ça? Et peut-être pour compléter ça, va peut-être aussi compléter la question qui a été évoquée sur la déontologie. Aujourd'hui, dans les grandes conférences en IA, on demande à vérifier si le contenu des articles ont une certaine déontologie. Si on suit des règles d'éthique, alors il y a des règles d'éthique ou des déontologies classiques de la publication, les questions de plagiat, etc., ça a toujours été le cas, mais aussi sur les usages. Et si un relecteur d'article repère un article dans lequel les usages qui sont prévus sont problématiques, c'est quelque chose qui est signalé au comité de programme, et l'article peut être rejeté aussi pour les mêmes raisons. Et ça aussi, ça a un impact sur les pratiques des chercheurs. Un petit ajout, c'est de revenir au point que j'ai fait tout à l'heure, c'est si on regarde la recherche comme un microsystème où on cherche à avoir un avantage pour produire plus efficacement, ça pourrait être justement un moyen d'avoir cette bifurcation, soit un moyen plus réfléchi de sélectionner quelle innovation doit être publiée, quelle innovation doit être discutée plus à fond de façon plus efficace, soit si on mesure ça, efficacité du point de vue des consommations en énergie, impact environnemental, c'est une façon, ou bien par la déontologie, si on garde l'homéostase au centre, justement, est-ce que ça nous procure un avantage dans l'écosystème de la recherche? Donc, ça pourrait sortir de là, justement, la bifurcation. C'est de la spéculation. Je reviens aussi sur des questions, enfin du moins des questions, des arguments que vous avez aussi donnés concernant la connaissance de chacun. Je repense à nouveau aux réseaux sociaux, mais pas que. En tout cas, on dit que les réseaux sociaux, via leurs algorithmes, nous connaissent mieux que nos proches, voire que nous-mêmes. C'est un gouffre qui s'ouvre sous nos pieds quand on dit ça. Alors ça nous oblige évidemment à nous poser la question de ce qu'est finalement notre volonté. Et est-ce qu'une nouvelle décision relève forcément de l'addition de nos décisions précédentes?
Est-ce que c'est complètement logique? En clair, ma question c'est, est-ce que vraiment on fonctionne comme ça? Pas l'intelligence artificielle, mais nous. Est-ce qu'on est aussi prévisible en fait, sans même s'en rendre compte? Nous, on ne fonctionne pas comme ça, mais c'est le meilleur algorithme qu'on a trouvé pour nous vendre des trucs. Moi, je ne l'utilise pas. Non, on ne fonctionne pas comme ça. C'est très bien, parce que c'est ce qui nous permet d'arrêter de fumer. Parce que si on fonctionnait comme ça, ben, j'ai fumé hier, donc je fumerai demain. Donc, on ne fonctionne pas comme ça, et c'est aussi pour ça que il y a des travaux en IA qui s'intéressent à réinjecter des modèles ou des a priori comme étant un objectif. Donc tout ne se résume pas à « j'apprends à partir des traces du passé pour prédire la prochaine taille ». Il y a aussi des gens qui s'intéressent à dire « sachant ce que j'ai appris sur le passé et connaissant un objectif où je veux arriver, quel est le meilleur chemin ?» Donc tout n'est pas... Bien sûr que quelqu'un qui a pour but de vous vendre quelque chose, comme disait Jérôme, il a tout intérêt à exploiter un maximum de choses sur vous pour vous présenter les choses de la meilleure façon pour que vous achetiez la chose, bien sûr. Mais c'est parce que son objectif, c'est de vous vendre. Et donc on repose à nouveau la question de l'usage. Quel est l'usage? Si l'usage, c'est de faire tendre un comportement vers un autre comportement que l'on estime souhaitable, alors on peut changer la fonction et la méthode pour aller vers ça. C'est l'usage de départ. Alors, monsieur, vous disiez, nous on n'est pas concernés. Est-ce que vous savez décrypter parce que vous avez les codes, parce que vous avez l'information, parce que vous connaissez, vous êtes expert. Et on a l'impression que la fracture numérique, au tout départ, lorsqu'on en parlait, c'était, en gros, je sais allumer un ordinateur, je sais m'en servir, ou je ne sais pas. J'ai un ordinateur à disposition, ou je n'en ai pas. Aujourd'hui, la fracture numérique, elle est encore plus grande. Elle semble être entre ceux qui savent et qui vont finalement ne pas être dupes et ne pas être suffisamment étoffés pour comprendre le système de près ou de loin et éviter ces aiguilles-là, et puis une partie de la population qui va être plus vulnérable et qui va être plus manipulable, que l'on va inciter plus fortement à des consommations multiples. Le problème, alors vous l'avez rapidement tout à l'heure évoqué en disant l'importance de la recherche et de l'éducation, où est-ce qu'on en est à ce niveau-là, au niveau de l'éducation en particulier, pour les plus jeunes, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont faites et qui sont pertinentes pour un public qui est le grand public adulte, qui a encore plein d'années à vivre et qui pourrait éviter d'être le dindon de la farce? Alors, pour moi, dans votre question, il y a un premier point très important. À nouveau, on réinsiste sur le fait que sur ces questions-là, de façon systématique, il faut avoir de la multidisciplinarité autour de la table, parce que sinon, on risque, par exemple, de penser qu'un problème est nouveau alors qu'il existe depuis très longtemps et que dans un autre domaine, il y a une solution. Donc, par exemple, on reprend l'exemple qui a été utilisé, là, ce qu'on appelle les bulles de filtrage. Donc, le fait que parce que j'ai regardé un contenu, on va m'en proposer dans la même veine et que du coup, mécaniquement, petit à petit, je vais m'isoler de l'exposition d'autres contenus qui m'auraient pu me faire évoluer sur mon point. Donc, c'est le mécanisme de la bulle de filtrage. Et on peut se dire, ah là là, les réseaux sociaux ont vraiment mis en place ça. Alors, on peut dire qu'ils l'ont accéléré, on peut dire qu'ils l'ont généralisé, mais ils ne l'ont pas mis en place. Au siècle dernier, quelqu'un qui prenait un abonnement au Figaro, ou quelqu'un qui prenait un abonnement au Monde, il se mettait dans une bulle. D'accord ? Donc les bulles de filtrage, elles existent. Elles ont toujours été là, on les a accélérées, on les a augmentées, on les a automatisées, on les a mis dans des boucles qu'on ne contrôle plus forcément. Ok, plein de questions à se poser. Il faut quand même parler avec les sociologues, plein de personnes qui ont déjà étudié ces phénomènes-là et qui peuvent aussi nous apporter des résultats, des éléments de réponse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention aux nouveaux problèmes. L'aliénation par l'accélération de ces systèmes-là, ok, il faut faire attention à leur généralisation. Mais il ne faut pas non plus croire que tous les problèmes sont nouveaux et qu'il faut réinventer la roue en termes de résolution. Il faut aller parler avec les disciplines voisines. Pour revenir au point de ce qu'on aime comme ça, il y a un dicton en statistique qui dit All models are wrong, some are useful. Tous les modèles, il n'y a aucun modèle exact, mais il y en a qui sont utiles. Et puis, il se trouve qu'un des modèles qui est très utile pour modéliser la prise de décision par un agent, quel qu'il soit, un humain, par hasard,
c'est des modèles qui se basent sur le principe de Markov. Donc, est-ce que la probabilité d'une prise de décision dans le futur dépend de l'état présent ou l'état présent, la décision présente dépend de l'état immédiatement précédent et pas de la chaîne antérieure, comment on est arrivé ici. Ce sont des modèles qui sont utiles. Donc, Grégory sûrement peut ajouter là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'on est comme ça forcément, mais dans certains domaines, dans certains scénarios, ce principe, il y a un bon modèle de nos actions et de notre comportement. Donc, Et pour revenir sur la question de la fracture, effectivement, elle n'est pas nouvelle du tout. Elle s'est peut-être agrandie ou accélérée. Mais une chose qui est aussi importante à avoir en tête, c'est qu'un certain nombre de personnes sont nées aujourd'hui dans un monde où le numérique et les techniques d'IA sont utilisées couramment. L'exemple de la présentation du contenu ou de la capture d'attention est typique. Et pour ces personnes-là, c'est tout à fait normal. Et les technologies, quand elles apparaissent, il peut y avoir une forme d'engouement, une forme de rejet, mais une fois qu'elles sont établies dans l'espace public, les gens qui naissent dans cet espace-là, pour eux, ce sont des choses tout à fait normales et naturelles. Et du coup, la manière de penser l'éducation à la technique et à la technologie ne peut pas être la même entre des personnes plus âgées, qui ont besoin aussi d'être formées, de comprendre ou d'être aidées. Quand on voit aujourd'hui les services numériques, les services publics sont de plus en plus numérisés, il y a besoin d'une aide pour ça, ce qui est évident, mais ce n'est pas la même chose pour les enfants. Et on parlait en tout début de séance des effets qui sont produisés sur les corps, sur les esprits, et des questions qui se posent fondamentales et qui sont des questions interdisciplinaires, sont celles en fait des implications socio-cognitives concrètes des techniques d'IA, des techniques numériques sur les corps humains aujourd'hui. En fait. Vous pouvez illustrer ce que vous dites là? En fait, l'exemple qui a été donné sur les publicités qui génèrent en fait, des comportements addictifs et donc qui du coup ont un effet sur notre corps, ça c'est une chose. Comment des enfants qui s'éduquent avec, ou en partie en tout cas, avec des écrans pour lesquels on leur présente automatiquement des contenus qu'ils vont aimer, pour lesquels on délaisse une certaine partie du choix. En tout cas, ce n'est plus le même type de choix qui est proposé. Comment ces enfants-là grandissent ou interagissent. Et ça, c'est des questions qu'il faut régler, que les informaticiens ne peuvent pas régler ça. C'est que tout à l'heure, vous me renvoyiez à mon propre libre arbitre. Et là, en fait, c'est la même chose, mais pour toute une génération, pour plusieurs générations. L'esprit critique, le libre arbitre, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, les enfants qui naissent aujourd'hui et ceux qui naîtront demain seront tellement dans ce monde que finalement, ils ne questionneront plus ce monde. Ou les questionneront différemment. Il faut que les solutions qu'on apporte, nous-mêmes les recherches que l'on fait, tiennent compte de ça. Et on touche vraiment là un point important pour l'éducation. Déjà, lorsque des outils comme le web sont apparus au départ, on a modifié un certain nombre de choses. Notre rapport à la publication et à l'accès à l'information a changé. Déjà, à cette époque-là, avant même l'introduction d'un certain nombre de comportements dynamiques sur le web, il y avait matière à repenser notre rapport à la lecture et à réinsister dans l'éducation sur la lecture critique, l'esprit critique, les bons réflexes à avoir en termes de références croisées lorsqu'on dit des choses. Maintenant qu'on a modifié le média et qu'il est devenu d'autant plus dynamique, c'est encore plus une compétence à acquérir. Toujours s'interroger et à vérifier les choses. Je voulais juste revenir sur une phrase que vous avez dit tout au début là. Vous avez dit « ils nous comprennent mieux que nous-mêmes ». Alors ça, c'est le genre de phrase sur lequel j'aurais une lecture critique, parce qu'il n'existe pas. On anthropomorphise le gars. Non, il ne me comprend pas, il ne me connaît pas mieux que moi-même. Non, il existe une équipe d'ingénieurs qui a mis en place un système, qui a appris quelque chose, un certain nombre de paramètres pour prédire mon comportement, et qui l'ont utilisé dans un certain but. C'est ça. Et c'est cet ensemble-là qu'il faut remettre en cause, et non pas une intelligence artificielle qui existerait, qui aurait... Elle n'existe pas. Effectivement, c'était un raccourci. Et justement, ça me renvoie à ce que disait Ganassia, justement, il y a un peu. Elle rappelait, les machines ne décident pas toutes seules, il y a des hommes derrière,
Et il ajoutait, et c'est de cela dont il faut se méfier, c'est donc bien de l'intelligence humaine dont il faut continuer à se méfier. Et des fois, quand je veux être provocateur, je dis, ok, une petite intelligence artificielle peut faire de grandes choses, une petite bêtise artificielle peut faire de gros dégâts. Et derrière, il y a la question de l'humain. Qui a fait quoi, dans quel but, ou qui a fait quoi sans vérifier quoi, etc. Sans vérifier ou avec des intentions particulières. Vous avez tout le spectre. Vous avez des gens qui avaient les meilleures intentions du monde mais n'ont pas vu qu'ils avaient un biais dans leurs données. Des gens qui avaient les meilleures intentions du monde mais qui n'ont pas vu qu'ils avaient un biais algorithmique. Et vous avez les gens qui n'avaient pas les meilleures intentions du monde. Vous avez toute la possibilité. Vous avez des gens qui ont utilisé un système qui avait de très bonnes données en entrée, très bon comportement, mais qui ont utilisé leur connaissance du système pour le détourner. C'est ce qui est arrivé au fameux robot de taille de Microsoft qui s'est fait détourner en quelques heures. Donc vous avez tout un spectre de possibilités et il faut toujours les garder à l'esprit. En fait, l'IA, c'est la jumelle de l'humanité. C'est la copie conforme. Non. Non, mais dans la mesure où c'est un outil qui nous ressemble, puisque, effectivement, on l'alimente et... C'est un outil qui, comme beaucoup d'outils, a une capacité d'amplification de nos actions, de nos comportements, et qui nous met face à un certain nombre de nos limites. Le problème de fond, c'est que c'est un outil de traitement de l'information qui a une puissance, maintenant, ou qui peut avoir une puissance à laquelle on n'est pas habitué. Et le vrai problème, c'est de dire, même avec ce qui existe aujourd'hui, par exemple, si on prend le contrôle facial qu'on peut faire avec une simple caméra dans chaque rue pour pister les gens, c'est véritablement comment on fait, ou est-ce qu'on peut imaginer, nous, en tant que chercheurs ou en tant que citoyens, se protéger contre les utilisations qui seraient faites par des gens très très mal intentionnés, évidemment. Et les accidents qu'il peut y avoir à côté de l'IA, mais ça, je fais confiance aux chercheurs pour arriver à les solutionner. Le vrai problème de fond, c'est comment continuer à faire vivre un vrai contrôle démocratique sur l'utilisation d'outils de plus en plus puissants. Exactement de la même façon, à mon sens, que la bombe atomique, quand elle a été créée. C'est un moyen hyper puissant, et on voit qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'en contrôler l'usage. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire la discussion, j'en sais rien. Mais c'est la puissance de l'outil qui, aujourd'hui, le rend dangereux. Je voulais vous interroger sur un événement où on se pose vraiment la question de savoir si l'IA va changer la face du monde. C'est l'affaire de Cambridge Analytica, où on n'est même pas certain que le système qui a été mis en place a eu un effet, ou si les causes en fait étaient antérieures. Ce qui s'est passé, c'est qu'une entreprise a réussi à capter des centaines de milliers de profils psychologiques sur Facebook, il y a des sondages, et a généralisé à plusieurs millions de personnes. Et à ces millions de personnes, on a donné des publicités ciblées qui ont encouragé à voter Trump, quelques mois avant l'élection de Trump, contre toute attente. Ma question est celle que se posent, il me semble, beaucoup de chercheurs qui comprennent à peu près les mécanismes derrière. Est-ce que vous pensez que vraiment cette campagne publicitaire ciblée a changé le résultat de l'élection présidentielle aux États-Unis? Alors Victor, tu sais aussi bien que moi qu'il n'y aurait qu'une seule façon, ça aurait été d'avoir deux univers parallèles dans lesquels on fait les deux expériences. Donc personne ne pourra te dire oui, je suis certain que ça aura changé. Je ne sais pas si tu fais référence à des choses comme le documentaire qui s'appelle The Great Hack, que je recommande à tous 3 membres, de toute façon. Il y a une phrase qui est dite dans le documentaire de façon assez éhontée par les gens de Cambridge Analytica. Quand on leur demande est-ce que vous allez pousser des gens à voter pour ça, parce qu'en fait ça se passe en 3 étapes. Ils ont fait quand même 2 tests avant l'affaire Trump, donc c'est quand même assez réfléchi comme... Et ce qui est intéressant, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué à un moment, il y a un des commerciaux qui dit mais la question c'est pas de savoir si je vais pousser les gens à voter, la question c'est de savoir si je peux modifier les pourcentages pour avoir le vote que je veux. Donc en fait, ils veulent chercher un moyen pour que le vote balance. Ce qui veut pouvoir dire, par exemple, démotiver une population à aller voter.
Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'ils cherchent les moyens les plus efficaces, et dans cette première expérience qu'ils font, ils trouvent que la meilleure façon, c'est de démotiver le camp adverse à aller voter, en faisant une scission générationnelle. En fait, ils n'ont pas changé le vote des sympathisants, ils ont juste créé une scission complètement artificielle, générationnelle dans le vote contre, et ils ont ainsi gagné. Et ça me paraît très convaincant comme approche. C'est-à-dire, je peux croire, je n'ai pas de preuve, je n'ai aucune façon de reproduire l'expérience, je n'ai que les mots ou les choses que j'ai lues, mais je peux croire qu'une approche qui cherche le meilleur chemin pour arriver au cas où les pourcentages sont dans le bon sens, puisse être trouvée et être efficace. Oui. D'accord. Une petite précision, effectivement, j'ai un peu déformé la réalité, mais il n'empêche que cette première expérience, ça a peut-être continué une deuxième fois, mais on n'a pas non plus testé sur une autre population similaire, une autre stratégie. Donc, on n'a pas prouvé que cette stratégie fonctionnait. Ouais, on est bien d'accord. Mais ce que tu soulignes aussi, c'est qu'on voit bien que là, on est dans le cadre d'une approche commerciale et pas scientifique. Leur objectif était d'avoir une carte de visite pour vendre un service. C'est ça l'altération de comportement. Ça peut citer, comme ils disent, à ciel ouvert, mais le vrai service, le vrai produit, c'est l'altération de comportement. Bonsoir, merci pour l'échange qui est très intéressant. Avant de clôturer, justement, en fait, je voulais qu'on en parle sur le positionnement de la donnée et de la connaissance dans un système qui est nourri par l'IA. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, en fait, il y a plein de systèmes pour qui l'IA a prouvé déjà son efficacité. Mais si je prends l'exemple de rapport, plutôt des textes de synthèse, il est parfois en fait surprenant de se trouver dans une situation où l'IA, parce que la donnée n'a pas été contrôlée, par exemple par l'humain, on peut se retrouver par exemple avec des stéréotypes ou des choses du genre. Et du coup, je rejoins totalement en fait l'idée qui a été dite tout à l'heure, c'est que l'IA est toujours en fait contrôlée par un humain. Et ça, c'est intéressant, je trouve en fait que c'est toujours indispensable. Et justement, en fait, ma question serait vraiment par rapport à la validité de l'IA dans ce genre, par exemple, de système de génération. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Merci. Je ne connais pas ces systèmes en particulier, mais de manière générale, tous les systèmes qui sont faits pour produire des choses à partir d'une base d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on a donné un grand nombre d'exemples à une machine, on l'a entraîné pour qu'elle génère des objets qui sont similaires aux exemples qui ont été passés, par exemple, en entrée. Évidemment, c'était ce que vous soulignez, c'est que si ces entrées sont mal conçues, incomplètes, biaisées, dans un sens ou dans un autre, eh bien, le produit va être résolu dans tous les cas. Voilà. Plusieurs de ces systèmes générationnels sont basés sur le machine learning ou le deep learning. Une façon de le formuler, c'est par le point de vue statistique. Donc, ce qu'on essaie de prédire, c'est donner certaines observations, donc des choses sues. Est-ce que je suis capable de prédire la valeur attendue, donc la moyenne, l'expectance d'une distribution de probabilité? Et ton estimé de la moyenne va être aussi bonne que tes données. Donc, s'il y a un biais dans la façon de collecter les données, donc il va se refléter forcément dans ton estimé de la moyenne. Donc, quand on parle des biais, on parle littéralement de biais dans le sens statistique. Pour illustrer en statistique, le but de l'inférence statistique, c'est à partir d'un sous-ensemble de données, est-ce qu'on est capable d'approximer ce qui serait observé si j'étais capable, en théorie, d'observer chaque membre d'une population. Et donc, si ton sous-ensemble de données où on calcule l'estimé ne reflète pas du tout la population en tant que telle, pour une raison ou une autre, on vient d'introduire un biais dans un sens très technique, mais aussi dans le sens du gros bon sens. Nous connaissons tous le mot biais. Pour aller dans ce sens-là, donc il y a vraiment en ce moment plein de recherches autour de la détection des biais, de la correction des biais,
des mécanismes d'explicabilité, d'essayer de fournir. Il y a des vrais verrous qui ne sont toujours pas levés sur certains. Ceci étant, pour moi, c'est un point sur lequel le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas parce qu'on n'a pas encore levé ces verrous-là qu'il n'y a pas des choses à faire. Donc là, je vous prends une des suggestions du comité d'éthique nationale qui dit qu'on peut déjà mettre en place des choses. Et en particulier, on peut mettre en place des tests sur les entrées et les sorties du système régulièrement. Déjà. Ok, c'est pas la panacée, mais régulièrement, on remet à jour nos tests pour voir si les données qui ont évolué n'ont pas un biais qu'on n'avait pas avant, et si les sorties que l'on a actuellement ne montrent pas des biais que l'on n'avait pas détectés avant. Donc, il y a un certain nombre de verrous scientifiques à lever, mais il y a aussi un certain nombre de choses en termes d'homologation des systèmes, comme la vérification et l'homologation régulière du système, donc à temps régulier, avec ses entrées et ses sorties, qui peuvent déjà être mis en place. Je vous propose de terminer avec cet échange que vous avez eu, en remerciant Valérie Hervé qui a mis en lien avec Calcul Québec, Kevin Faure, qui a lui proposé cet après-midi un jeu qui s'appelle Alt News, qui est constitué de 5 ateliers, qui permet à des jeunes de réfléchir sur l'IA. Je remercie aussi bien sûr Antoine Louis-Grand et Oran pour les dessins, vous allez pouvoir les voir. Merci beaucoup Fabien Gandon, Lucas Noguera et Grégory Bonnet. Merci beaucoup.